vous présente avec beaucoup de plaisir Raffaella Russo-Ricci, donc, qui est historienne de l'art, qui est responsable du service médiation et accueil du public au MAGE, et qui a accepté ce matin donc de nous parler de Modigliani en entrant à la fois dans son œuvre, sa vie, par le prisme de l'étude d'un tableau fort célèbre, qui était d'ailleurs celui qui faisait l'affiche de l'exposition du MAGE et qui est le portrait d'Eddie. Donc je te laisse la parole, Gabriella, en te remerciant encore une fois d'être avec nous. Merci Aline, merci Aline et merci à vous tous d'être, déjà Aline de m'avoir invitée, à vous tous d'être présents. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup parler d'Amedeo Modigliani. Je vais partager l'écran. Oui? Ok. Alors, mais en revanche, attendez un instant. Vous voyez bien? Parfait. Alors, j'aime beaucoup parler de Modigliani, déjà parce que c'est un artiste que j'aime particulièrement, puis aussi parce que Amedeo Modigliani, il représente vraiment l'artiste juif italien du 19e et puis 20e siècle, certes, qui grâce à qui on peut retracer vraiment l'apport déjà des Juifs à l'histoire d'Italie, à l'histoire de l'art universel, j'oserais dire. Et puis aussi, étant donné qu'il était originaire de Livourne, il nous permet de retracer à travers l'histoire de sa famille aussi l'histoire de cette communauté très particulière que vous connaissez peut-être déjà en partie, qui est la communauté de Livourne, qui s'inscrit dans l'histoire juive italienne, mais d'une manière très singulière. Et donc, on va effectivement aujourd'hui parler de Modigliani, parler de son œuvre, parler de son parcours et de sa vie à Paris, où il arrive au début du XXe siècle. Mais aussi, on va en découvrir un peu plus sur sa famille, et ça, c'est un aspect très méconnu, même c'est rarement évoqué, et c'est sûr qu'ici, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est tout à fait plus que pertinent de parler de cette famille juive italienne de Livourne et de l'histoire juive d'Italie. Mais d'abord, donc on va déjà commencer à parler du tableau. Alors, comme Aline vous l'a dit, ce tableau, il était certes l'affiche de l'exposition qui a eu lieu au MAGE l'année dernière. Et ce tableau, qui s'appelle donc Portrait de Dedi, était figurait sur l'affiche de l'exposition. Et donc, c'est un portrait vraiment qui a été mis à l'honneur, qui a été peint en 1918 par Modigliani et qui est conservé habituellement au centre Georges Pompidou. Donc, je ne sais pas je ne pense pas qu'il soit exposé actuellement, mais régulièrement, quand ils font de nouveaux accrochages, vous aurez peut-être la possibilité de le voir. Donc, Amedeo Modigliani était né le 12 juillet, donc bientôt, il aurait fêté son anniversaire, en 1884. Et il est décédé très jeune, vous savez probablement, il n'avait que 35 ans. Il était décédé le 24 janvier 1920. Mais d'abord le tableau. Donc, est-ce que vous savez qui était Dedi? Je ne crois pas. Je vois beaucoup de têtes qui disent non. Effectivement, c'était pas un personnage connu et on va y arriver doucement. Donc, je vous laisse un peu dans le suspense. Et d'abord, pour découvrir qui était Dedi, on va aller à Paris. On est déjà à Paris. On va faire un voyage dans le temps. On est le 18 avril 1916 et on se trouve dans le 14e arrondissement, dans une petite salle, une salle d'atelier en réalité, au 6 de la rue Huygens. C'est pas loin du cimetière de Montparnasse et du carrefour Vavin, si vous connaissez.
Et ce que je vous montre ici, je m'excuse pour la reproduction, elle n'est pas très, très nette de cette gravure. Bah, ça, c'était le programme, vous voyez. Et en fait, on se retrouve donc dans cette salle. Et je vous invite à assister à un petit concert présenté par Lyre et Palette, vous le voyez. Et c'est le festival Éric Satie et Maurice Ravel. Donc, tout ça, c'est vrai, hein, je n'invente rien. Et ça, c'est le programme original. Et je vais vous inviter à écouter un morceau de musique. Alors, je vais quand même, excusez-moi, sortir un moment du partage d'écran parce qu'il faut que je partage aussi l'audio. Pour... Vous me dites si vous n'entendez pas bien.
Donc, revenons à notre concert. On vient d'écouter donc les 3 morceaux en forme de poire d'Erik Satie qui ont été joués dans cette salle à cette occasion. Et il y avait même Jean Cocteau dans la salle qui a découvert cette œuvre précisément cette soirée-là. Et je ne sais pas, pour la petite anecdote, si vous savez pourquoi ce morceau s'appelle 3 morceaux en forme de poire. Alors, ce n'est pas très sûr, mais très probablement, c'est Erik Satie qui a voulu lancer une pique à son copain Debussy, qui lui avait conseillé juste quelques temps avant de travailler un peu plus la forme de ses œuvres. Et donc, il a appelé ça 3 morceaux en forme de poire, ce qui ne peut pas forcément dire quelque chose. Donc là, vous avez le programme original et vous voyez cette gravure sur bois qui est d'un artiste, qui a été réalisé par un artiste exprès pour cette soirée, qui s'appelle Henri Hayden. C'est un Henri Hayden qui s'appelait en réalité Hayden Wurzel et qui était d'origine polonaise, d'artiste juif d'origine polonaise qui arrive à Paris et qui fait partie, comme Modigliani, de ce cercle d'artistes, de musiciens, d'écrivains, de poètes qui se retrouvaient en 1916 jusqu'en 1818 dans cette petite salle, cette salle d'atelier dans le 14e arrondissement, en pleine guerre. Donc, il faut bien imaginer que tout était fermé, les salles d'exposition, les salles de concert. Et donc, c'était vraiment très précieux ces moments où les artistes, et pas que, aussi des collectionneurs, des marchands, on va y revenir, se retrouvaient pour écouter de la musique et pour aussi voir des tableaux. Mais revenons à ce programme. Donc, cette gravure a été réalisée par Henri Hayden. Et pourquoi c'est Henri Hayden? Donc, je vous montre aussi une autre œuvre qui a été exposée aussi à l'occasion de Paris pour École, qui est La Parisienne à l'éventail. Cet Henri Hayden est important pour notre portrait parce que Dédie, c'est l'épouse, c'est la première épouse de cet artiste. Donc, si vous voulez, il faut vraiment se replonger dans cette époque et dans ce moment très particulier à Paris pour bien comprendre, et c'est pour ça que je voulais aussi y entrer par la musique, que tous ces artistes, ces musiciens se connaissaient. C'était un petit cercle. Et c'est pour ça que dans l'œuvre de Modigliani, ici souvent, on retrouve les portraits de ses amis, de Kisling, de Lipschitz, de Cocteau, parce qu'ils se connaissaient tous. Et c'était un petit cercle d'amis, finalement. Donc, dans cette salle, on a dit, il y avait le monde, le tout Paris des arts et des lettres qui se retrouvait. Donc, il y avait, par exemple, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Debussy, Apollinaire, Cocteau, Sandrars, et puis des collectionneurs comme Paul Guillaume, Léopold Zborowski. Par exemple, Milhaud disait dans ses notes sans musique, il évoque ces soirées et il dit « Les bancs étaient inconfortables, l'atmosphère irrespirable à cause des émanations du poêle. Mais le tout Paris élégant, les artistes et les amateurs de musique nouvelle s'y écrasaient. » Et à un certain moment, dans cette salle où le peintre Émile Lejeune, dont c'était l'atelier, organisait des concerts de musique, il a commencé aussi, à partir du 19 novembre 1916, à organiser des petites expositions d'art. La première exposition fut consacrée à Modigliani. C'est pour ça que ce cercle d'artistes, et c'est pour ça que cette salle est tellement importante pour nous. Et c'est un autre artiste que vous connaissez probablement qui s'appelait Moïse Kisling, lui aussi, juif d'Europe de l'Est, qui arrive à cette époque à Paris, qui avait conseillé à Lejeune de consacrer cette première exposition à Modigliani, qui avait des gros soucis d'argent en ce moment et pas que à ce moment-là. Il faut savoir aussi que ces soirées avaient aussi un but caritatif. Donc, tout ce qui était récolté allait être versé dans des caisses caritatives pour soutenir les artistes et les musiciens.
Donc, voilà un peu pourquoi je voulais vous faire plonger dans cette atmosphère un peu de 1916, du début du XXe siècle, avant de vous donner la réponse qui était dédiée. Parce que maintenant, je pense que vous n'oublierez jamais que c'était la première épouse de Henry Hayden, donc cet artiste qui fait partie de ces artistes arrivés à Paris au début du XXe siècle. Mais revenons un peu à notre portrait, enfin. Donc, on connaît deux autres portraits de cette première épouse de Henry Hayden. Un est en collection particulière et les deux sont dans une collection particulière. Donc, j'ai retrouvé dans le catalogue raisonné juste, vous voyez, cette très mauvaise photo d'un autre portrait de Dédie. Mais malheureusement, même dans le catalogue raisonné, il n'y a pas les photos des deux portraits. Donc, vous voyez cette femme qui est accoudée sur une chaise. On va essayer un peu de partir de l'œuvre maintenant. Elle est tournée un peu de biais, sa tête est penchée, comme souvent chez Modigliani. Et son bras droit, vous voyez, il s'appuie sur le dos de la chaise, là. Les doigts des mains, regardez, sont très, très allongés. Ça aussi, c'est une caractéristique de Modigliani, les coups très allongés et les mains, souvent. Elle est habillée de noir. La peau, vous voyez, elle est très, très blanche. Et les mains et le visage, si vous regardez le visage et les mains, contrastent avec cette masse noire de son habit, de sa robe. Et de cette manière, elle se détache du fond clair. Vous voyez là, on voit bien ici, ce fond clair de l'arrière-plan. Et si vous observez un peu la palette de couleurs que Modigliani a utilisée, bah finalement, il a utilisé très, très peu de couleurs. Vous voyez, il y a le noir qui est très présent, il y a le rose, le marron, la touche rouge des lèvres, et peut-être le gris de l'arrière-plan. Donc, c'est une palette très, très simple, avec très peu de couleurs. Les formes, vous voyez, sont arrondies. Donc, si on voit ici la forme, le bras, ici aussi, mais même ce qu'on peut deviner là, ses jambes, évidemment la tête, et puis on retrouve un peu la caractéristique des visages de Modigliani aussi, cette forme en forme d'ovale. Donc, vous trouvez dans cette œuvre qui a été réalisée en 1918, donc 2 années après notre concert, et juste 2 années avant la mort de Modigliani. Donc, c'est une œuvre plutôt tardive de cet artiste. Et on retrouve un peu tous les éléments caractéristiques de cet artiste. Donc, on a déjà parlé de l'allongement du cou, la stylisation des formes, parce que vous voyez, ici, c'est un ovale. Ici, vous avez aussi un triangle. Vous pouvez retrouver ici. Vous avez le corps qui est intégré dans un triangle, un peu comme les Madones à la Renaissance, et on va y revenir. Donc, les volumes sont très aplatis. Alors, c'est un peu difficile de le constater ici parce que nous avons juste une reproduction et nous la voyez à travers un écran. Mais si vous allez à Pompidou et à d'autres œuvres de Modigliani, vous verrez que les volumes sont très aplatis, très, très plats. Et le fond est complètement abstrait. Un trait caractéristique que vous avez peut-être en tête de Modigliani, c'est l'asymétrie des yeux, que là, on ne retrouve pas. Vous voyez ? Et ça, c'est aussi typique pour ces œuvres un peu plus tardives, où cette asymétrie et même les fonds noirs, qui sont caractéristiques de la première période, s'estompent un peu. Donc là, je vais vous montrer par exemple une autre œuvre de la même époque. Vous voyez, vous retrouvez un peu les mêmes éléments. Le visage, les épaules très arrondies, les couleurs un peu plus claires, même si là on a un fond rouge. Cette posture, un peu, les bras, vous voyez, très arrondis aussi. Donc,
Ça, c'est une œuvre qui représente Lunia Tchaikovska, qui était une amie polonaise de Modigliani, qui a été représentée bien 14 fois par lui. Donc, cette œuvre, c'est vraiment une œuvre de sa période tardive où finalement Modigliani retrouve un peu de sérénité dans sa vie. Il va devenir père et on va y revenir un peu plus tard. Donc là, on s'est un peu concentré sur cette œuvre. On va développer un peu plus après l'œuvre globale de Modigliani avec les différentes périodes. Mais avant de nous concentrer maintenant sur son œuvre, sur l'artiste, je voulais retracer un peu sa vie. Sa vie, donc, et l'inscrire, comme je vous ai dit au début, l'inscrire dans l'histoire juive de Livourne et dans la vie juive italienne. Donc, Amedeo Clemente Modigliani, il est né donc, le 12 juillet 1984 à Livourne. Il était le 4e fils de Flaminio Modigliani et d'Eugenia Garcin. Là, vous le voyez tout petit avec sa nourrice et à gauche, vous voyez sa maison natale. Donc, les Modigliani, ils étaient originaires. Là, je vous ai mis 2 cartes de l'Italie pour qu'on puisse un peu mieux situer. Pourquoi 2? Parce que celle-ci m'intéressait, parce que c'est une époque, on est au 15e siècle et on voit bien Livourne ici. Et celle-là m'intéressait parce que c'est l'époque de la Renaissance, plutôt du 16e siècle et 17e, où on voit bien comment l'Italie était morcelée. Et vous voyez bien que là, on ne parle plus de la République de Venise, de Florence, pardon, mais du duché de Toscane. Et donc, la période de l'histoire juive qui va nous intéresser pour Livourne, c'est plutôt celle-là. C'est pour ça que je vous ai mis les deux. Mais là, ça me semblait important de voir quand même Livourne pour que vous puissiez bien le situer. Donc, si vous voyez Lucca est là, vous voyez Pisa, et donc Livourne, bah, c'est ici à peu près. Là, ça se voit bien, donc c'est mieux. Donc, les Modigliani, je disais, ils étaient originaires de Modigliana, qui se trouve en Emilia-Romagna. Donc, l'Emilia-Romagna, vous voyez, c'est Bologne, c'est toute cette région-là aujourd'hui. Donc, à l'époque, bah, c'était morcelé. Mais maintenant, c'est la région Emilia-Romagna. Donc, il y a Ferrara, Bologne, il y a aussi Rimini, Riccione et Parma. Donc, Modigliana, elle était plutôt vers Ferrara. Donc, cette famille, elle vient de Modigliana. C'est pour ça qu'elle s'appelle Modigliani, comme ici en France, mais encore plus en Italie. Vous savez que souvent, les familles juives adoptent donc le nom du lieu d'origine. Et ils s'étaient d'abord installés à Rome. Rome, elle est là. Et c'est vers la moitié du 19e siècle que cette famille Modigliani s'installe à Livourne, qui est ici. La famille de la mère, en revanche, Garcin ou Garcin, était une famille séfarade, originaire de Livourne, mais originaire d'Espagne, qui, pendant une certaine période, s'était installée à Marseille, plus précisément en 1835. Et donc, vous voyez, ces deux familles, c'est pour ça qu'on peut tellement bien retracer un peu l'histoire juive italienne, parce qu'on voit vraiment une famille séfarade qui arrive à Livourne, une famille d'Emilia-Romagna qui bouge, qui va à Rome et après arrive à Livourne. Ces deux familles de commerçants, et Flaminio et Eugenia se marient donc en 1872. Donc l'Italie vient d'être unifiée à cette époque. C'est en 1860 que l'Italie est unifiée. Ils ont 4 enfants. Le premier s'appelle Giuseppe Emanuele et il deviendra un avocat et aussi un député socialiste. Et ça aussi, c'est très, très emblématique pour ces familles juives qui, au XIXe siècle, participent pleinement à la construction de ce jeune État italien. Donc, Giuseppe Emanuele, il devient député. Ensuite, il y a Margherita Olimpia, qui sera aussi la mère adoptive de la fille de Modigliani. On le verra après. Et puis, il y a Umberto Isacco, qui sera ingénieur des mines. Donc, Amedeo, c'est le petit dernier.
Le père Flaminio avait des propriétés en Sardaigne. Vous voyez, la Sardaigne est là. Surtout dans la zone d'Iglesias. Iglesias se trouve à peu près ici, sur la côte ouest, pardon. Et il était propriétaire d'oliviers et surtout de mines. Et les mines dans cette partie de la Sardaigne ont fonctionné jusqu'au XXe siècle. Mais malheureusement, en 1884, donc l'année de la naissance de Modigliani, le père fait faillite grâce à des mauvais investissements. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais en tout cas, ça a été assez catastrophique pour la famille parce que comme il menait une vie assez aisée jusqu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, la famille connaît beaucoup de soucis financiers et ça va marquer aussi quand même la vie de Modigliani. D'ailleurs, il y a une légende que même Modigliani répète souvent, et si vous allez lire des livres sur Modigliani, elle revient tout le temps. Cette légende, elle dit que quand la mère était en train d'accoucher d'Amedeo, les huissiers arrivèrent plein à ce moment-là. Et comme il y avait encore une ancienne loi en vigueur dans cette partie de l'Italie qui voulait que tout ce qui se trouvait sous le lit et sur le lit d'une femme en train d'accoucher ne pouvait pas être saisi, les huissiers n'ont pas saisi tous les trésors que la famille s'est apprêtée à mettre sous le lit et sur le lit. Et souvent, Modigliani disait que son caractère un peu excentrique probablement venait de ce moment-là où ce moment a été, un peu chamboulé par l'arrivée des huissiers. De toute façon, ça reste une anecdote, mais c'est vrai que ça revient régulièrement et même la mère et la grand-mère de Modigliani l'a répété souvent. Donc, revenons à Livourne. Donc, l'histoire juive de Livourne, elle est directement liée à l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique, qui est donc, comme vous le savez, qui arrive entre 1492 et 1497. On ne sait pas exactement combien de Juifs ont été expulsés à ce moment-là, mais les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, mais on parle d'une population de 150 000 ou 200 000 personnes, donc qui, comme vous le savez, partent vers l'Afrique du Nord, en Grèce, Bulgarie, Syrie, Amsterdam, etc. Et puis Bordeaux, bien sûr. Et bien sûr, ici, l'Italie et surtout au début, Venise et Ferrare. C'est dans un deuxième moment, un peu plus tard, plutôt vers la fin du XVIe siècle, que Livourne commence à se développer et que des communautés séfarades anciennement expulsées s'installent à Livourne à des conditions très, très privilégiées. Donc, il faut savoir qu'à la fin du XVIe siècle, Livourne n'était qu'une petite forteresse. C'était rien du tout, c'était un village de pêcheurs. Et c'était le grand-duc de Toscane. Là, vous voyez bien, à cette époque, donc c'est ça la carte, c'est pour ça que ça m'intéressait la carte. Donc, il y a le duché de Toscane et les Médicis qui règnent donc sur le duché de Toscane. Ils voulaient sauvegarder déjà Livourne et Pise aussi de la décadence, parce que le port de l'ancienne République de Pise était devenu complètement inaccessible. Il fallait donc créer un nouveau port à Livourne qui se trouvait donc au bord de la mer. Donc, pour peupler la ville de Livourne, qui n'était qu'un petit village, et développer le port de Livourne, les Médicis, essayé de favoriser et d'encourager l'arrivée des Juifs séfarades, donc expulsés d'Espagne et du Portugal. Et là, je vous ai reproduit une des lettres patentes et de ces fameux privilèges que les ducs de Toscane vont accorder aux Juifs disponibles à s'installer dans ce petit village de pêcheurs et surtout à développer tout ce qui a fait après la renommée du port de Livourne, c'est-à-dire cette activité marchande
très, très florissante. Donc, il y a eu plusieurs édits qui ont été promulgués par les Médicis. Il y avait déjà des premiers essais que, comme premier de Médicis, avait essayé vers la moitié du XVIe siècle, sans grand succès. Et c'est plutôt après Ferdinand Ier qui, avec une lettre patente qui est assez connue par les historiens, et si vous avez eu l'occasion de lire des livres sur Livourne, vous avez sûrement entendu parler de la Livornina. Donc la Livornine, qui a été promulguée la première en 1591 et la deuxième en 1593. Donc on est à la fin du XVIe siècle. Ces lois garantissaient aux Juifs, et là je vais vous lire une petite citation, « marchands de toutes les nations, lévantins, ponantins, espagnols, portugais, grecs, allemands, italiens, juifs, turcs, arméniens, perses, etc., une entière liberté de culte et d'exercice. » Donc, il faut bien savoir qu'à cette époque-là, en Italie, peut-être on peut y revenir à nos cartes, l'Italie était donc morcelée. Sur une grande partie, il y avait les États de l'Église qui régnaient et beaucoup de seigneurs qui régnaient dans les autres duchés, principautés, etc., étaient quand même tributaires, comment dire, du pape. Donc, le pape exerçait quand même son pouvoir et c'est à cause de ce pouvoir des États de l'Église que petit à petit, à partir de la moitié du XVIe siècle, dans tous ces États, s'instaurent les ghettos. Je ne vais pas maintenant développer toute l'histoire des ghettos parce que c'est trop vaste. Si vous voulez, si vous avez des questions, on peut y revenir après. Mais le premier ghetto à Venise, il est instauré en 1555. Et c'est à partir, et c'est pas le ghetto de Venise, bien sûr, qui est intérieur, c'est pas celui-là qui va instaurer en Italie cette forme de répression, on va dire, des Juifs qui sont, à partir de ce moment-là, contraints de vivre dans des ghettos pour à peu près 300 ans, jusqu'à l'arrivée des Français, à la fin début du 19e siècle. Donc, partout, les Juifs étaient obligés de vivre dans des ghettos et il y avait, même s'il n'y a jamais eu en Italie une répression et des massacres comparables ni à la France ou à l'Allemagne, etc. Ça, on peut développer aussi après si vous le souhaitez. Mais il y avait quand même pas la liberté de culte partout et la liberté d'habiter partout et d'exercer tous les métiers. Donc, les Médicis, ils vont instaurer à Livourne l'inverse, c'est-à-dire c'est la seule ville en Italie où les Juifs pouvaient exercer librement leur culte, ils pouvaient exercer tous les métiers, ils pouvaient vivre librement, et ils étaient même presque des privilégiés par rapport aux autres habitants de la ville de Livourne. Donc ça, c'est très important parce que Livourne, il constitue une sorte comment dire, de port de liberté pour les Juifs à cette époque-là. On est au XVe siècle, au XVIe siècle, pardon, et même après. Donc, c'est surtout cette importante communauté séfarade venue d'Espagne qui s'implante à Livourne sous le nom des Gornéim, dit aussi Gorni ou Grana. Vous connaissez, vous avez sûrement souvent entendu parler des Grana. Et donc, cette nation hébreu s'installe à Livourne et de ces familles fait partie aussi la famille de la mère de Modigliani, les Garcin. Vous voyez comment tout ce... Voilà, on retrouve un peu tous nos fils. Donc, les Juifs pouvaient habiter librement, ils n'étaient pas contraints de porter de signes distinctifs, ils pouvaient bénéficier de l'immunité face aux persécutions de l'Inquisition, ils pouvaient écrire et imprimer les livres en hébreu. Il y a toute l'imprimerie juive florissante à Livourne à cette époque. Il n'y avait ni de quartiers imposés et séparés. Ils pouvaient habiter les mêmes immeubles des chrétiens
pour qu'ils emploient. Et parfois, ils devaient quand même employer des escaliers différents. Il ne faut pas non plus exagérer, n'est-ce pas? Mais ils pouvaient accéder à la propriété immobilière et, encore plus important, ils pouvaient exercer leur propre juridiction. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment une communauté qui peut gérer tous les aspects de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, de la vie du culte, de manière autonome. Comment cette communauté était organisée? Donc, il y avait déjà les dirigeants à la tête qui s'appelaient les Massari, donc M-A-S-S-A-R-I. Et c'était eux qui avaient droit d'appel au grand-duc de Toscane. Et c'était eux aussi qui pouvaient décider d'accepter ou pas des coreligionnaires qui souhaitaient s'installer à Pise et à Livourne. Donc, vous voyez, ça va vraiment très, très loin. Ce n'était pas le duc de Toscane qui décide qui s'installe à Livourne ou à Pise en tant que juif, c'est la communauté juive elle-même. Donc, c'est grâce à ça que petit à petit, cette communauté se développe. Alors, je vous donne quelques chiffres, mais pas, évidemment, vous n'allez pas retenir tous ces chiffres, mais c'est assez intéressant de voir comment la communauté s'agrandit. Donc, au début du XVIIe siècle, en 1601, Livourne comptait 134 juifs. 20 ans plus tard, en 22, ils sont 711. Encore 20 ans plus tard, ils sont 1250. En 1721, ils sont 3116 et en 1810, presque 5000. Donc, pour l'époque, c'est quand même une grosse communauté en Italie. Et tout était administré, je vous ai dit, par les Massari. À la tête, ces Massari se organisaient aussi entre eux et à la tête, ils nommaient 5 Massari ou Parnassim qui formaient un conseil de 60 gouverneurs. Donc, 5 à la tête, 60 gouverneurs qui nommaient après des Gabaïm. Donc, il y avait le Gabaï du Talmud Torah pour les écoles, le Gabaï dos Pobres, tout était resté en espagnol, et le rite aussi de la synagogue, et on va en parler tout de suite là, était espagnol, était séfarade. Donc, le Gabaï dos Pobres coordonnait les œuvres caritatives, le Gabaï das Balas avait la charge des impôts sur les marchandises, etc., etc. Donc, il y avait après les fonctionnaires pour l'abattage rituel, pour la production du fromage. Donc, tout était très, très bien organisé. Et la synagogue, je vous la montre, l'ancienne synagogue de Livourne, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a une nouvelle qui est, à mon avis, beaucoup moins belle. Donc, le rite dominant dans cette synagogue, qui était très imposante, vous voyez là aussi, dans une époque quand même, la construction a été commencée au début du XVIIe siècle, en 1601, et puis les travaux ont continué jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais vous voyez comment elle est imposante. Si vous connaissez le ghetto de Venise, même dans le ghetto de Venise, qui en plus est un ghetto, les synagogues sont quand même méconnaissables de l'extérieur. Et puis aussi dans d'autres parties d'Italie, à cette époque-là, on n'avait pas des synagogues comme ça. Ça arrive après avec l'unification de l'Italie, l'émancipation des Juifs en Italie, donc au XIXe siècle, où effectivement partout il y a un modèle du tempio. D'ailleurs, en Italie, on ne parle pas de la synagogue, on dit il tempio. Encore aujourd'hui à Rome, par exemple. Donc, vous avez cette très, très belle synagogue qui suivait donc le rite, je vous ai dit, séfarade. Je vous montre d'autres. Là, c'est l'intérieur, par exemple, de cette synagogue au XVIIIe siècle. Donc, vous voyez comment elle est imposante, hein, elle est merveilleuse, hein, très, très belle. On a même des tableaux. Là, c'est un tableau qui se trouve à New York, au Jewish Museum, qui montre la synagogue, une partie, et puis pendant
pendant le rite, bien sûr, à l'intérieur de la synagogue de Livourne. Donc, attendez, je vous montre, non, ça on va y revenir. Donc, je vous laisse ce très beau tableau. Donc, pour vous dire un peu comment la vie était organisée à Livourne, donc il y avait bien sûr, ah oui, ça c'est très important, en 1676, il y a la première école publique juive pour les garçons qui fut créée. Les garçons avaient l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 14 ans. Ils étudiaient bien sûr les textes sacrés, mais à partir du début du XVIIIe siècle, ils apprenaient aussi la langue italienne, l'arithmétique et la comptabilité. Et l'éducation des filles, elle commencera en 1771. Donc, cette communauté était très florissante. Elle avait développé une prospérité commerciale extraordinaire. Et donc, on retrouve déjà à partir du XVIe siècle, par exemple, une vitrerie, plusieurs usines qui produisaient du savon. Il y en avait même 4 à la fin du XVIe siècle. Du textile, ils produisaient du coton. Et puis, il y avait des articles typiques de Livourne, par exemple le béret du Lévent, ou on l'appelait aussi le béret à la mode de Tolède. Il y avait des raffineries de sucre, des manufactures de tabac. Et par exemple, la consommation de café fut introduite par les Juifs à Livourne et il y avait beaucoup de bottega del café, donc déjà au XVIIe siècle, fréquentées par les Juifs et les chrétiens. Et puis, une particularité aussi des Juifs de Livourne, c'est la spécialisation dans la transformation du corail, qui était autrefois très, très présent en Méditerranée. Et donc, il était ramassé dans différents pays et acheté, travaillé dans les laboratoires juifs, puis envoyé à Londres. Et puis, les Juifs londoniens l'utilisaient pour acheter des diamants en Inde. Donc, vous voyez comment ce commerce international se développe et comment finalement Livourne devient centrale pour l'époque dans ce commerce international. Et puis, on importait depuis l'Afrique du Nord de la laine, du cuir, des plumes d'autruche, du safran, de la cannelle, de la soie, du blé. Et puis, en revanche, on exportait des tissus, des velours, des produits en métal, etc. Donc, il y avait tous ces métiers, ces grands métiers, petits métiers aussi, imprimeurs, instituteurs, coursiers, petits commerçants. Et il y avait toutes ces communautés qui étaient vraiment une communauté très prospère et c'est pour ça que Livourne est toujours pris un peu comme exemple quand on peut parler de l'épanouissement des communautés juives à partir de la Renaissance jusqu'à l'arrivée de Napoléon au début du XIXe siècle. Donc, si on revient un peu à la famille de Modigliani, on peut dire aussi que d'abord, elle fait complètement partie de cette communauté. Je vous ai dit que la famille du père venait de Rome, donc c'était des Juifs italiens qui se sont installés à Livourne, mais très tardivement. Donc, on est déjà au XIXe siècle et c'est la famille de la mère donc, qui est issue de cette communauté livournaise de séfarades qui s'étaient installées à la fin, on va dire au cours du XVIe siècle. Donc, c'est pour ça déjà qu'on peut inscrire Modigliani et son histoire dans l'histoire des Juifs d'Italie et de Livourne. Et puis aussi, je vous ai dit que le frère aîné est avocat, devient député, et que le deuxième frère d'Amedeo, il était ingénieur. Donc ça aussi, c'est emblématique pour ces Juifs au XIXe siècle qui, je vous l'ai dit déjà, participent à la construction de cet État italien. Donc, si vous avez vu la carte tout à l'heure, vous voyez bien comment cette péninsule, elle est morcelée. Donc, c'est à partir de 1860 et puis 70 avec Rome qui devient capitale,
que cet État, finalement, se construit. Donc, il est très, très jeune, cet État. Il n'a pas une seule langue, parce que partout, on parle des dialectes différents, même si on parle toujours de la langue de Dante, qui est à la base, est le toscan de l'Italie, de l'italien de l'époque. Mais finalement, il fallait quand même lui donner une grammaire, fallait harmoniser la diction. Donc, tout ça, pourquoi je vous dis tout ça aussi dans l'histoire juive, pour l'histoire juive? Parce que c'est précisément un juif aussi toscan, Alessandro d'Ancona, il est professeur à l'université de Pise de lettres, qui va participer à la construction aussi de cette langue. Le frère aîné de Modigliani, il va être député. D'autres artistes juifs aussi toscans vont par exemple aussi s'engager, pas que des artistes, vont s'engager dans les guerres d'indépendance pour unifier l'Italie. Donc c'est en ça aussi que l'histoire italienne juive diffère considérablement de l'histoire juive française, parce que les juifs italiens, ils participent dès le début à la construction de cet État. Et donc, ils font partie dès le début de cet État. Donc ça, c'est pas toujours évident, surtout pour des Français, à comprendre, parce que c'est vraiment très, très différent. Donc, l'émancipation des Juifs d'Italie, finalement, elle arrive au même moment où l'Italie est créée, vous voyez. Et c'est pour ça que, là encore, l'histoire de Modigliani s'inscrit pleinement, et de sa famille, dans cette histoire juive italienne. Est-ce que vous avez des questions? J'ai énormément parlé déjà et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que vous avez déjà des questions? Ou pas? Je continue. Oui, Raffaella, on te laisse terminer et puis il y aura sûrement après Oui. des questions. Non, bien sûr, mais c'est quand je parle beaucoup que... Et puis là, je ne vous vois pas vraiment, donc on ne sait pas ce que vous pensez. Alors, donc là, on a un peu retracé, vous voyez, cette histoire assez complexe aussi de Livourne, des Juifs d'Italie, mais on revient un peu à notre artiste. On est là aussi pour parler de lui. Donc là, vous avez un portrait du jeune Amédée, qui était très beau, hein, on sait, il était très beau, il était très, très aimé par les femmes à Paris et pas que. Ça, c'est l'anecdote, mais c'était aussi vrai. Mais depuis son enfance, il avait une santé très, très fragile, le petit Amédée. Hein. Il avait constamment des soucis aux poumons. Et déjà, à l'âge de 10 ans, il a eu une pleurésie, qui était une inflammation aiguë aux poumons. Et c'est cette maladie qui suivait d'ailleurs le décès de son grand-père maternel, Isacco Garcin, que Amedeo avait adoré. Et d'ailleurs, c'est Isacco Garcin, donc le grand-père maternel, qui l'avait initié aussi à l'histoire de l'art et qui lui avait, comment dire, qu'il avait initié à la Renaissance italienne, mais aussi aux maîtres contemporains. Par exemple, Giovanni Fattori, que vous voyez ici. Ce monsieur-là, il s'appelle donc Giovanni Fattori, vous avez ça en bas. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de l'art italienne, vous savez que c'était un éminent artiste du 19e siècle qui a fondé le courant des macchiaioli. Je ne sais pas si ça vous dit. Les macchiaioli, souvent, ils sont comparés aux pointillistes français. Donc, on parle de Seurat, par exemple. Même si ce n'est pas tout à fait correct parce que le procédé artistique est un peu différent. Mais ça, pour vous dire voilà, que Giovanni Fattori, c'est quand même le père des macchiaioli. Donc, c'est un mouvement très important au 19e siècle en Italie. Il était professeur aussi aux Beaux-Arts à Florence. Donc, c'était vraiment une éminence. Okay. Donc, voir ici, ça, c'est Modigliani. Ça, c'est l'épouse d'un autre artiste, Guglielmo Micheli, chez qui Amedeo apprendra ou commencera à s'initier à l'art. Et puis, ça, c'est Giovanni Fattori. Donc revenons un peu au grand-père. Donc, c'est lui qui lui fait connaître donc, à la fois les grands maîtres de la Renaissance italienne, et on va voir à quel point c'est important pour Amedeo Modigliani, parce que c'est certes, il faisait partie des avant-gardes artistiques, mais il s'inscrit complètement dans la tradition italienne et de l'histoire de l'art.
Et donc, à la mort de ce grand-père, donc Amedeo a cette inflammation aiguë au poumon et c'est sa mère donc, qui l'amène en voyage de convalescence à Naples, à Rome, à Florence. À la fois à Naples et à Rome, bien sûr, parce que le climat était plus doux par rapport à la Toscane, qui était plus au nord, mais aussi parce que, comme il avait vraiment cette passion pour l'art, pour l'histoire de l'art, elle l'amène à visiter les musées, les églises, pour admirer les chefs-d'œuvre de la peinture italienne. À 15 ans seulement, Modigliani, il abandonne l'école et il va commencer à fréquenter l'atelier de Guglielmo Micheli. On est toujours à Livourne, hein, encore. Et c'est grâce à son oncle, le frère de sa mère, l'oncle qui s'appelle comme lui, Amedeo Garci, qui lui permet de s'inscrire aux Beaux-Arts à Florence, plus précisément à la Scuola Libera di Nudo à Florence. Et puis, toujours l'oncle lui permet aussi d'aller à Venise et de fréquenter là-bas aussi les Beaux-Arts. Et c'est à Venise où il va rencontrer d'autres artistes de l'époque. Vous connaissez peut-être Umberto Boccioni, qui est un chef de file des futuristes, donc du mouvement futuriste, qui est un peu plus tardif, qui fait partie des avant-gardes, toujours artistiques, du début du XXe siècle. Donc, peu importe les noms, ce n'est pas important. Mais surtout, vous voyez que là, il va commencer son parcours artistique. Il va à Florence, il va à Venise, et c'est toujours son oncle qui lui finance ses études. Et à Venise, il va rencontrer un artiste chilien, qui s'appelle Manuel Ortiz de Zarate, qui lui parle de Paris. Et c'est à partir de ce moment-là où Modigliani, il veut à tout prix rejoindre Paris. On est au début du XXe siècle. Et ce n'est pas que Modigliani qui arrive à Paris à ce moment-là. Et vous avez, là, on va se rattacher à notre exposition Paris pour école, où on a commencé. Tous ces artistes, pourquoi Paris pour école? Pourquoi la commissaire Pascale Samuel, elle a voulu appeler cette exposition Paris pour école et pas pour école de Paris? Paris pour école parce que c'est là où tout se passe à cette époque, c'est là où les jeunes artistes doivent venir pour se former, pour voir les grands maîtres, pour rencontrer d'autres artistes et des collectionneurs et des marchands qui vont développer toute cette avant-garde artistique de l'époque à Paris. Donc Modigliani, forcément, c'est un jeune homme, un jeune artiste de son époque, il va vouloir à tout prix vouloir partir pour Paris. Et donc c'est en 1906, il a 21 ans, il monte dans le train à Livourne, direction Paris. Il est parti, alors est-ce que, là je vous montre déjà cette photo parce que c'est là où il va habiter au début. Donc il arrive à Paris, il n'avait pas grand-chose avec lui. Il était vêtu apparemment d'un costume en velours côtelé, des chaussures en cuir noir, une chemise blanche et large et le foulard autour du cou. Il y avait dans sa valise, je vais vous montrer cette photo, il y avait certainement, ça on le sait parce que c'est lui-même qui nous le dit, il y avait des photographies d'œuvres de maîtres italiens de la Renaissance. Vous voyez là à gauche, ça c'est un détail des deux dames vénitiennes de Vittore Carpaccio. Lui, Amedeo Modigliani avait une véritable admiration pour cet artiste de la Renaissance. Il admirait aussi beaucoup Lorenzo Lotto, ça c'est un portrait de femme de Lorenzo Lotto. Il admirait aussi beaucoup Botticelli et aussi les maniéristes. Et là, je vous ai mis une très belle Madone de Parmigianino. Si vous observez tous ces œuvres, rappelez-vous du portrait de Dedi, observez les épaules, observez le cou, observez ici le visage, là, tout ce manteau bleu, la posture, l'attitude, même ici chez Botticelli, vous retrouvez complètement la chiffre stylistique de Modigliani.
C'est pour ça aussi que je vous ai mis ces reproductions. Modigliani, c'est sûr qu'il y en avait une partie dans sa valise, dans sa petite valise qu'il amène à Paris, mais ça vous fait comprendre aussi comment, à quel point cet artiste qui rompt avec la tradition, qui fait partie des avant-gardes, mais qui est un peu un cas isolé, parce qu'il n'est pas cubiste, il n'est pas futuriste, il n'est pas surréaliste, il n'est rien de tout ça, il est Modigliani tout court. Il s'inscrit complètement dans la tradition de la Renaissance italienne et donc dans cette période de formation qu'il a eue quand il était très jeune. Donc, on sait pertinemment qu'il avait ça dans sa valise. On sait aussi qu'il a admiré beaucoup Nietzsche et surtout qu'il avait dans sa valise Così parlò Zarathustra et aussi la Divine Comédie. On sait pertinemment par des témoignages de l'époque que Modigliani, il adorait déclamer la Divina Commedia de Dante. Il se promenait dans les parcs au Luxembourg, c'est Moïse Kissling qui nous le dit, et il récitait Dante. Et donc, pour écouter un petit morceau, le début de la Divina Commedia, j'ai choisi pour vous un extrait, on va juste écouter juste les débuts, de Roberto Benigni, que vous connaissez peut-être, qui a une passion comme Amedeo Modigliani pour Dante. Et comme on ne connaît pas la voix de Modigliani, on ne peut pas l'entendre. Je me suis dit, on va écouter Roberto Benigni qui récite Dante et on peut imaginer que c'est Modigliani au Luxembourg qui déclame. Alors, je vais connecter le lien. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piè d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Alors fu la paura un poco queta. Bon, je pourrais continuer pour des heures, hein, mais c'est tellement beau. Mais vous pourrez le faire vous-même si ça vous plaît. De toute façon, Roberto Benigni, il a enregistré toute la Divina Commedia, donc c'est un vrai régal. Donc, revenons à Modigliani quand même. Donc, il y avait donc Dante, Nietzsche, la Renaissance italienne. Il y avait quand même aussi une boîte de couleurs et des feuilles dans sa valise. Il arrive en 1906. Il s'installe d'abord dans un hôtel non loin de la Madeleine, rue Royale, et ensuite à Montmartre. Là, vous voyez, là, il y avait le bateau Lavoir, vous savez, ce que vous connaissez sûrement, où y habitait Picasso et beaucoup d'autres artistes au début du XXe siècle. Modigliani ne va pas habiter directement au bateau Lavoir, mais pas loin. Mais il va, grâce à ce premier atelier qu'il va avoir à Montmartre, bien sûr, rencontrer tous ces artistes. Tous ces artistes, c'était quand même une petite communauté à l'époque. Et donc, tous ces artistes qui étaient attirés par les expositions, par la liberté d'expression et la possibilité aussi d'exercer librement le métier d'artiste et cette grande ferveur intellectuelle, ils arrivaient donc à Paris au début du siècle. C'était l'époque où il y avait eu des grandes rétrospectives. Pardon? J'entends. Pardon? Quelqu'un a dit? Il faudrait que chacun coupe son micro parce qu'on entend des conversations. Ah, pardon. Donc, il arrive en 1906. En 1907, pour vous donner une idée de l'époque artistique où nous nous trouvons, Picasso, il va peindre les Demoiselles d'Avignon. Donc, vous voyez, et précisément au bateau Lavoir. Donc, Modigliani, il va entrer dans cette
dans cette colonie d'artistes, il va se lier d'amitié et donc il va rencontrer Picasso, certes, mais aussi Braque, Max Jacob, Picabia, Apollinaire, André Salmon. Il y a une photo là, par exemple, on le voit avec Pablo Picasso et André Salmon. Il va fréquenter le Lapin Agile et il s'inscrit à l'Accademia Colarossi, qui était une école d'art à Montparnasse, qui avait été fondée par un sculpteur italien dans les années 70 du 19e siècle, et où d'ailleurs, il va rencontrer Jeanne Hébuterne, qui sera donc sa compagne, la mère de sa fille. Donc, la première rencontre fondamentale à Paris de Modigliani date de 1907, lorsqu'il fait connaissance de Paul Alexandre. Paul Alexandre, il est un jeune médecin avec une grande passion pour l'art, qui avait loué une petite maison rue Delta, qui se trouve dans le 9e arrondissement, pour la mettre à disposition des artistes. Et donc, grâce à Modigliani, il fréquente ce lieu, et parce que, bon, entre-temps, il faut savoir que son oncle était décédé, sa mère lui envoyait de temps en temps un peu d'argent, mais il était vraiment livré un peu à lui-même. Donc, il arrive à Paris dans des conditions pas très simples. Donc, c'est grâce à Paul Alexandre qu'il peut aussi exposer 2 tableaux et 5 aquarelles au Salon d'automne, et aussi l'an suivant 5 tableaux, dont La Juive, que vous voyez ici à gauche. Sur cette slide, je vous ai mis donc La Juive, mais je vous ai mis à côté aussi une œuvre de Picasso, Femme en chemise, qui se trouve à Londres, pour vous montrer aussi que à cette époque-là, Modigliani, il n'a pas trouvé encore son style. Il se cherche, il puise dans la tradition, on l'a vu, mais il va s'inspirer aussi des artistes qu'il rencontre à cette époque-là à Paris. Par exemple, Toulouse-Lautrec, Picasso. Et là, ça se voit de manière très nette. Parce que si je vous ai montré La Juive sans vous dire que c'était des Modigliani, peut-être que vous n'aurez pas reconnu que c'était une œuvre de Modigliani. Là, par exemple, vous avez une œuvre de Modigliani à gauche, le violoncelliste. Vous pouvez peut-être reconnaître déjà un tout petit peu son style. Et à droite, vous avez une œuvre de Cézanne. Donc, si vous observez, par exemple, la manière dont la manche et la veste se construit, vous voyez des plans différents, cette superposition de plans qui est typique pour Cézanne. Vous le retrouvez ici. Vous retrouvez aussi dans la construction de l'arrière-plan cette même manière de procéder. Donc, il n'a pas encore son style, il se cherche. Il se cherche, mais il n'adhère à aucun style et aucun mouvement. Il va regarder aussi les sculptures. Il fréquente beaucoup les musées à Paris. Au Louvre, il va voir les sculptures khmères ou bien les idoles cyclatiques. Et donc, il va s'inspirer de ça. Et dans son style, on le voit clairement, là, vous voyez, ça c'est un dessin de Modigliani, mais à droite, c'est une sculpture de Modigliani. Et ça aussi, il va, pour un certain moment de sa vie, il va se dédier beaucoup à la sculpture. Je voulais vous lire une citation de Paul Alexandre, quand il se souvient de la première rencontre avec Modigliani. Tout de suite, j'ai été frappée par son talent extraordinaire et j'ai voulu faire quelque chose pour lui. Je lui ai acheté des dessins et des toiles, mais j'étais son seul acheteur et je n'étais pas riche. Je l'ai introduit dans ma famille. Il avait déjà enraciné en lui la certitude de sa propre valeur. Il savait qu'il était un initiateur, pas un épigone, mais il n'avait encore aucune commande. Je lui ai fait faire le portrait de mon père, de mon frère Jean et plusieurs portraits de moi. Et là, je vous en ai montré un là, tout à l'heure.
Donc, on va peut-être revenir à la sculpture. Donc, c'est dans ses premières années à Paris où il va vraiment puiser un peu partout, regarder beaucoup les œuvres d'autres artistes et dans les musées. Et puis, à un certain moment, rue Delta, précisément, donc cet atelier loué par Paul Alexandre pour des artistes, il va rencontrer un artiste roumain, Constantin Brancusi, qui va l'initier à la technique de la taille directe sur bois et sur pierre. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Modigliani, qui d'ailleurs souvent disait de lui-même qu'il était sculpteur, même si il avait été surtout peintre, mais aussi pour des raisons de santé, parce qu'à un certain moment, il a dû abandonner la sculpture qui forcément, surtout quand vous voyez, il pratiquait la technique de la taille directe, donc il y avait forcément beaucoup de poussière, il ne pouvait pas humer ça, il souffrait des poumons, et donc probablement, on n'en est pas complètement sûr, mais probablement il a abandonné la sculpture à cause de ses soucis de santé. Mais c'est vraiment une période très précise où il va beaucoup sculpter, et c'est Brancusi qui l'initie en fait à la sculpture. Là, je vous ai mis un autre tableau pour vous montrer comment, à un certain moment, il va aussi s'inspirer des œuvres cubistes. Hein, vous voyez là comment les visages sont construits. Vous voyez la décomposition du nez, la décomposition aussi du visage. Mais on commence déjà à voir certaines caractéristiques de Modigliani. Les yeux, très typiques, la symétrie qu'on retrouve. Et de toute manière, vous voyez que Modigliani, pendant toute sa vie, il a pratiquement peint que des portraits. Et ça aussi, c'est typique pour un artiste qui s'inscrit dans la tradition à une époque où il y a l'abstraction qui commence. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un artiste qui rompt avec la tradition, certes, mais qui finalement ne la lâche pas. Là, on le voit dans son atelier. Donc, là, c'est un atelier. Là, ça, par exemple, c'est un portrait de Beatrice Hastings, qui a été aussi sa compagne anglaise, poète, qu'il rencontre à Paris. Là, je vous ai mis quelques portraits de Modigliani, de ses amis. Donc, Modigliani, il va quitter Montmartre pour s'installer à Montparnasse. Et beaucoup d'artistes feront la même chose, comme Picasso par exemple. Modigliani ne va pas habiter la Ruche, que vous connaissez, cet atelier où beaucoup d'artistes juifs d'Europe de l'Est s'installent. Et d'ailleurs, là, on en a deux, Kissling et Soutine, mais aussi Lipchitz, aussi Chagall à ses débuts. Et donc, Modigliani, il n'y habite pas loin, mais il les connaît tous, ces artistes, qui fréquentent tous les mêmes lieux. L'Accademia Colarossi aussi, les cafés, la Rotonde, par exemple. Et donc, Modigliani, il va peindre ses amis. Et donc, c'est pour ça qu'on connaît assez bien cette communauté aussi grâce à pas uniquement bien sûr, pas du tout, mais aussi grâce aux portraits que Modigliani en a fait. Donc là, c'est Chaim Soutine, Moïse Kissling, et on retrouve les traits caractéristiques de Modigliani, la symétrie des yeux, les volumes, l'aplatissement des volumes, l'allongement du cou ici, et aussi les yeux, vous voyez, en forme d'amande. Donc, tout ça, on le retrouve. Ici, vous avez Jacques Hébert Lipchitz, vous avez Jean Cocteau. Donc là, ça c'est vraiment le style de Modigliani que nous connaissons tous. Et c'est là qu'il a trouvé son style. Il est en rupture. Il ne ressemble à aucun autre artiste. Il s'insère dans la tradition, il puise dans la tradition italienne et en même temps, il a assimilé aussi les caractéristiques des avant-gardes de l'époque. Là, si par exemple vous regardez juste ce détail,
vous pensez à Picasso, vous pensez au cubisme. Là, si vous regardez ce détail-là, vous retrouvez Cézanne. Donc, on voit bien comment Modigliani a retransformé l'histoire de l'art. Là, c'est un portrait de Paul Guillaume, le collectionneur, qui sera aussi très important pour lui, qui sera donc son troisième marchand. Après Paul Alexandre, Léopold Zborowski, il y a donc Paul Guillaume, et qui va exposer chez Bert Weil des nus créés par Modigliani, qui vont faire un scandale inouï, tellement inouï que le jour même de l'ouverture de l'exposition, cette exposition doit fermer pour outrage aux pudeurs. Mais comme souvent ça arrive, c'est grâce à un scandale que tout d'un coup, l'artiste devient connu. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que Modigliani et Paul Guillaume arrivent à vendre enfin ces toiles. Donc là, je vous ai mis d'autres tableaux d'une époque plus tardive où vous voyez, on retrouve un peu les traits très adoucis qu'on a retrouvés aussi dans notre portrait de Dédé. Le 30 décembre 1916, grâce à Hanna Orloff, à l'Accademia Colarossi, Modigliani rencontre l'amour de sa vie, qui est donc Jeanne Buterne, qui a 19 ans à l'époque. Il tombe amoureux en 1917. Amedeo a 33 ans et Jeanne, donc, 19 ans seulement. Et elle voulait devenir artiste aussi. Amedeo l'a souvent peint. Là, je vous ai mis un portrait d'elle que j'aime beaucoup. Et donc, le couple s'installe en 1917, rue de la Grande Chaumière, dans le 6e arrondissement à Paris. Cet amour donne enfin beaucoup de sérénité à Modigliani et c'est probablement aussi grâce à ce moment plus serein de sa vie que sa palette va s'éclaircir, que les formes vont s'adoucir. Là, c'est très probablement là, c'est Jeanne, ça, on la reconnaît très bien. Et là, c'est Jeanne aussi avec leur petite fille, donc, qui s'appelle aussi Giovanne, et qui est donc la seule fille de ce couple qui aura une fin très tragique, parce que comme vous le savez probablement, Amedeo, il souffre bien sûr toujours de sa pneumonie, mais aussi il boit beaucoup d'alcool, il fume beaucoup, et même si cette période de sa vie est plus sereine, il ne va pas lâcher complètement l'alcool, et petit à petit, sa santé se dégrade. Pendant la guerre, il avait déménagé à Nice avec sa petite famille. D'ailleurs, Giovanna, elle naît à Nice le 29 novembre 1918. Mais finalement, sa santé continue à se dégrader et lorsqu'il rentre à Paris en janvier 1920, il va mourir d'une méningite tuberculeuse le 24 janvier. Jeanne est enceinte de son deuxième enfant, pardon. Elle ne va pas supporter la mort d'Amedeo et elle va se jeter de la fenêtre de l'appartement de ses parents et elle va mourir aussi. Donc, c'est un destin très, très tragique de ce jeune couple. Les deux se trouvent maintenant au Père-Lachaise, mais au début, la famille de Jeanne ne voulait absolument pas qu'il y ait un lien avec cet homme qui avait détruit leur fille, selon eux. Et donc, elle sera d'abord enterrée à Bagneux, dans le plus grand secret. Et c'est que beaucoup plus tard que finalement, Jeanne sera enterrée aussi au Père-Lachaise, à côté d'Amedeo. Ça, c'est un autre dessin qui se trouve dans les collections du Mage. Mais je voulais vous lire d'abord ce poème de Max Jacob à la mort qu'il a écrit à l'occasion de la mort de Modigliani. Pour Modigliani.
Modigliani, ton œuvre pleine de fruits rouges et de fleurs est sciée atrocement par un spectre. La muse de ta peinture, au bras fort, les yeux vers la récolte, attendait. C'est la mort qui est venue et nos douleurs avec elle. Ta vie d'une simple grandeur fut vécue par un aristocrate et nous t'aimions. Voici notre deuil et tu restes pathétiquement près de nous. Il y avait beaucoup d'artistes qui sont venus à l'enterrement de Modigliani au Père-Lachaise. Lipschitz va faire un masque mortuaire qui est conservé au Pompidou, me semble-t-il, de Modigliani. Ça, c'est son seul autoportrait réalisé en 1919. Donc, vous voyez, très peu avant mourir. Il a réalisé ce seul autoportrait. Probablement, il était déjà, vous voyez bien, il était déjà très malade. Et ça, c'est un dessin qu'on conserve ici, hommage, jeune femme en buste, qui est probablement une représentation de Jeanne. Donc, la petite Jeanne que vous voyez ici sur cette œuvre, elle est finalement adoptée par la sœur d'Amedeo Modigliani, Margherita, et grandit à Livourne et va se consacrer à l'œuvre de son père, va rédiger avec Parisot, un critique d'art, le premier catalogue raisonné, et va vraiment toute sa vie essayer aussi de déconstruire le stéréotype et le cliché de l'artiste maudit qui a succombé un peu à ses abus, parce que c'est cette image qui au début reste, et alors que c'est un immense artiste, et moi j'aime beaucoup le présenter aussi pour déconstruire ce stéréotype qui encore pèse beaucoup sur lui, pour mettre en avant son œuvre, mais aussi pour l'inscrire dans la tradition, dans l'histoire juive italienne de Livourne. Et voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai été peut-être un peu longue, je m'en excuse. Non, tu as été parfaite et c'est nous qui te remercions.